Donc, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Vanessa Clavis-Sebag et je suis venue ici aujourd'hui pour vous présenter. Alors, on m'a demandé de parler de l'éducation positive. Pour l'instant, je laisse ça en suspens. Et avant de démarrer, j'ai pas l'habitude de passer du temps à parler de moi, de mon parcours et tout ça. Mais je pense que peut-être que là, pour une fois, c'est intéressant, vu le contexte du décrochage scolaire, que je vous parle un petit peu de comment j'ai atterri là aujourd'hui face à vous, à vous parler d'éducation positive. Alors, hop. Alors en fait, je suis prof, hein, donc voilà, comme bon nombre d'entre vous, je suis prof. J'ai été 5 ans prof des écoles, donc j'ai démarré avec le concours CRPE, prof des écoles, et ensuite je suis passée dans le secondaire, prof d'anglais. Et j'ai fait toute ma carrière en réseau d'éducation prioritaire dans l'académie de Créteil. J'ai eu cette chance-là de démarrer dans une belle ZEP, dans un établissement bien dynamique, on va dire, mais avec beaucoup de travail d'équipe. Et surtout, c'était un collège expérimental, donc innovant, et on pouvait mettre plein de choses en place et tout ça. Donc dès le départ, j'ai été plongée un peu dans cette dynamique de essayer des choses, expérimenter des choses, voilà. Et dès le départ, j'ai eu un public où il y avait quand même un certain nombre de décrocheurs. On cherchait un peu des solutions. Je me suis posé plein de questions. Pourquoi il y a des élèves qui réussissent, d'autres pas? Pourquoi il y en a qui sont motivés, d'autres pas? Enfin voilà, tout ce contexte-là m'a amené à farfouiller un peu partout, à chercher des pistes, un peu comme je suis sûre que beaucoup d'entre vous le font. On va un peu chercher ce qui se fait, on se renseigne et tout. Et puis on essaye des choses, on met des choses en place. Alors, un de mes projets, et c'est celui-là dont je voulais vraiment vous parler, parce que c'est celui qui m'a vraiment amené sur cette piste-là. Ça s'appelait, j'étais prof principale de 6e, et c'était un projet qui s'appelait Happy 6e. Donc l'idée, c'était de faire en sorte que les élèves de CM2 puissent arriver de la meilleure façon possible, vivre de la meilleure façon possible leur année de 6e. Et donc, on a eu la chance d'avoir donc une heure projet hebdomadaire. Hein, donc, ce n'était pas leur vie de classe, c'était vraiment une heure projet dans laquelle on expérimentait des choses, des contenus. C'était du bidouillage. Hein, vraiment, je faisais ça avec une collègue à l'époque. Et puis, c'était un peu, on essayait des choses et on voyait un petit peu ce qui se passait. Et alors, je veux juste vous parler de 2 de mes élèves. Je vais changer les prénoms pour pas, voilà. Je vais changer les prénoms. Mais 2 choses qui m'ont vraiment marqué au cours de cette année-là. Alors, je sais pas, on va appeler Hervé, un des élèves. C'est donc 2 élèves qu'on peut considérer comme décrocheurs dans le sens où c'était 2 redoublants de 6e déjà. Donc, ils étaient en 6e, c'était leur 2e année de 6e. Ils se retrouvaient dans cette classe-là où on faisait Happy 6e. Et donc il y en a un, donc lui, on avait fait tout un travail sur un peu les neurosciences, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on apprend, vous voyez, tout ce type, c'est quoi l'intelligence, etc. On avait démarré l'année sur un petit questionnaire en demandant aux élèves, pour toi, qu'est-ce que c'est que l'intelligence? Est-ce que tu penses que tout le monde, qu'on est, dans le sens de la naissance, naître intelligent, ou est-ce qu'on le devient? Ouais, des petites questions comme ça, et puis on leur a demandé, est-ce que tu penses que tu es intelligent? Et là, à notre grande surprise, sur 25 élèves, en tout cas dans cette classe-là, il y a 5 élèves qui pensaient qu'ils étaient peut-être un petit peu intelligents. 5 élèves. C'est pour vous dire un peu la vision de ces enfants sur eux-mêmes, quoi. Et ça m'a vraiment... on était vraiment interpellés avec la collègue quand même. Il se passe quoi pour qu'en 6e, à 11 ans, il y ait 5 élèves sur 25 qui pensent qu'ils sont un petit peu intelligents, des fois, quoi. C'était pas un oui franc et massif. Bon. Et donc cet élève, le fameux Hervé, là, suite à notre travail sur les neurosciences, etc., un jour il me regarde et il fait « Oh, mais madame, mais ça veut dire que même moi, je peux devenir intelligent ». Et là, je me suis dit « Waouh ». Il a déjà ce truc à cet âge-là. Et finalement, en 1 heure, en parlant juste de quelques petites choses, c'est quoi le cerveau, comment on apprend et tout ça, ça lui a ouvert un peu une perspective, en tout cas, tiens, je vais pouvoir peut-être un peu raccrocher. Et suite à ça,
bah, il a fait des efforts. Alors, il n'est pas venu premier de la classe, enfin, c'est pas des choses, c'était pas miraculeux, hein. Mais en tout cas, il avait déjà dans sa tête, il y avait un truc qui s'était passé, il avait changé de posture et il avait changé en tout cas son rapport à l'école, son envie de faire des choses et tout ça. Et là, je trouve déjà, voilà, ce petit type d'action, c'est quand même déjà intéressant. Donc ça, c'était mon premier élève. Mon deuxième élève, qu'on va appeler, je sais pas, David, lui, c'était un peu le caïd. Un peu le caïd. Vous savez, l'élève, quand on l'a sur la liste au début de l'année, on se dit, on le connaît pas, on l'a jamais eu, mais tout le monde le connaît dans l'établissement. Vous voyez, je vois des têtes qui font ça. Voilà. Je dis, ah non, lui, il est dans ma classe. Et effectivement, voilà, on l'a dans la classe, il faut le gérer, donc problème de comportement. Voilà. Et évidemment, les relations avec les autres, un peu compliquées quand même. Et donc, on avait fait aussi, donc, au cours de, là je vous parle, hein, au cours de l'année, on avait fait tout un travail sur le travail d'équipe, la coopération, les forces dont je vais vous parler. Enfin voilà, on avait fait plein de choses. Et à la fin de l'année, je leur ai demandé de faire un petit bilan, une petite synthèse, en leur disant, bah, c'est quoi que vous avez préféré, c'était quoi votre activité, votre moment préféré de l'année. Et donc, cet élève... Et vraiment, c'est un moment qui a marqué ma carrière. Il s'est arrêté, il m'a regardé et il a dit, Madame, moi, c'est quand on s'est fait des cadeaux, alors, moi, je vais vous en parler plus tard, mais les cadeaux des forces. En gros, c'est l'idée de dire quelque chose de positif sur les autres. Donc, on avait fait ça en groupe et puis chacun disait tout ça. Il y avait une petite élève, un peu une bonne élève, hein, qui avait dit que cet élève-là était quelqu'un de gentil, qui faisait attention à ses amis, qui était toujours dans la cour en train de faire attention à ses amis. Et donc lui, il me dit, bah moi, c'est quand on a dit des choses gentilles, parce que c'est la première fois que quelqu'un me disait que j'étais gentil. Et ça m'a fait tout chaud dans mon corps. Et ça m'a vraiment marqué, parce que je me dis, mais en fait, cet enfant-là, toute sa vie, enfin, pendant longtemps, toute sa carrière scolaire, a entendu les problèmes de comportement, il y a des histoires, il y a des bagarres, il se fait exclure, etc. Et là, pendant cet espace-temps-là d'une heure dans la classe, il a entendu quelqu'un lui dire autre chose. Et bah, c'était assez émouvant, je dois dire. Et je me dis, bah, voilà, c'est finalement, on peut faire des choses. Dans nos établissements scolaires, on peut mettre des choses en place qui permettent à ces élèves-là de se voir autrement et de voir les autres, enfin que les autres les voient aussi d'une manière un peu différente. J'étais un peu longue sur l'introduction, je suis désolée, mais c'était vraiment histoire de placer un petit peu le contexte et de pourquoi je suis là. Et ça me paraissait important. Donc l'Académie de Créteil, je l'ai dit. Et donc finalement, je me suis dit, tiens, je vais me former à tout ça. Je vais me former à plein de choses parce que je faisais du bidouillage sur Internet, mais c'est bien tout ça. Mais j'avais besoin de preuves. J'avais besoin de preuves scientifiques. Et il y a tout et n'importe quoi, hein. Quand on parle d'éducation positive, on trouve tout et n'importe quoi. Et moi, j'avais besoin de choses, voilà, je voulais mettre en place des choses qui n'étaient pas du n'importe quoi. Et donc, je suis allée me former. Alors, en France, il n'y a pas encore beaucoup de choses à un niveau universitaire, mais je suis allée me former en Angleterre et du coup, j'ai passé un master en psychologie positive appliquée à Cambridge. Et c'est là, maintenant, j'en suis au point où je suis maintenant dans l'Académie de Créteil. Et alors, je vous en parlais un petit peu plus de Créteil, n'importe quoi, de Montpellier. J'ai migré. Je vais vous expliquer un petit peu ce que j'y fais un peu plus longuement tout à l'heure. Et je travaille aussi en collaboration avec une structure qui s'appelle Scolavi. Donc, pour ceux que ça intéresse, peuvent aller voir sur Internet, etc. Il y a plein de choses. Et je vous en dirai un petit peu plus aussi un peu plus tard. Alors, les objectifs de cette matinée, donc là, la demande de la MLDS, hein, c'était vraiment ça, c'était de présenter ce que c'est que l'éducation positive et qu'est-ce que ce n'est pas, surtout. Pour moi, c'est ça qui est important. C'est de mettre un peu les choses au point, on va dire. De vous donner quelques exemples de ce qui se fait un peu à l'étranger, hein, mais aussi en France, parce qu'il y a énormément de choses qui se sont faites en France dont on n'entend pas forcément beaucoup parler, mais c'est des choses dont on peut s'inspirer pour mettre en place dans nos établissements. Et en fait,
enfin, c'est évidemment, on est là pour parler du décrochage scolaire, mais finalement, je pense que globalement, c'est des choses qui s'attachent. On parlait d'éducation prioritaire, décrochage scolaire, tout ça, c'est lié, ça va ensemble. Donc l'idée, c'est un petit peu de voir. Alors j'ai choisi, par hasard, pas tout à fait par hasard, mais en tout cas on va dire deux concepts de psychologie positive qui est intégré à l'éducation, qui peuvent, à mon sens, être utiles aux acteurs du décrochage scolaire comme vous, des choses assez simples à mettre en place, mais voilà, dont, en tout cas des pistes d'inspiration. Alors je tiens à préciser tout de suite que je n'ai aucune recette miracle. Je ne suis pas là, voilà, j'ai pas de baguette magique, tout est merveilleux et tout va se transformer, c'est pas du tout ça dont il s'agit. C'est juste qu'au cours de mon parcours, j'ai testé des choses, j'ai testé des outils, maintenant je fais pas mal de formations et du coup des gens testent des outils, mettent des choses en place et c'est des propositions. Après c'est vraiment à chacun, c'est des pistes de réflexion et c'est vraiment à chacun d'intégrer ces outils-là ou pas à sa pratique. Enfin, voilà. Donc c'est très ouvert. C'est juste des propositions, en tout cas de réflexion, que je vous propose aujourd'hui. Alors, éducation positive. Donc c'est deux mots. Ce que je vous propose de faire, histoire de se réchauffer un peu, juste pendant 30 secondes dans votre tête, si je vous dis éducation positive, c'est quoi le mot qui vous vient? Chacun réfléchit tout seul. C'est quoi le mot qui vous vient? Comme ça, spontanément, en premier. C'est bon, tout le monde a un mot? Ok. Maintenant, je vais vous demander, c'est de vous mettre par 3-4, là, vous regroupez un petit peu les collègues autour de vous. Et je vais vous laisser peut-être 3 minutes, comme on va quand même laisser le temps un peu de la discussion. Pendant 3 minutes, vous allez échanger autour de ce mot-là, que chacun va donner son mot. Et puis, à la fin, ce que je vous demande, c'est d'essayer de donner un mot pour le groupe. Ça va? Vous mettez d'accord sur un mot dans le groupe. Donc, allez-y, essayez de vous regrouper, ça va vous faire bouger, ça va vous réchauffer un petit peu. Alors, qui se lance? Allez. Accompagnement. Est-ce qu'il y a un autre groupe qui a le terme accompagnement? Non? Ok, merci. Un autre groupe? Écoute. Ok, merci. Est-ce qu'il y a un autre groupe qui a écoute? C'est marrant, en général, ça se recoupe un peu plus que ça. Ok, merci. Donc, accompagnement, écoute. Sourire, donc épanouissement. Sourire, est-ce que quelqu'un d'autre a eu ce mot-là? Ok. D'autres? Ouais. Valorisation. Est-ce qu'il y a valorisation? Ok, donc valorisation, là-bas, ouais. Et on avait un double mot, c'était valorisation émancipatrice. Valorisation émancipatrice. Ouais, c'est intéressant. Attention, hein, c'est pas trop révolutionnaire quand même. Ok, merci. Bienveillance, ouais, mais... Bienveillance, ok. Bienveillance exigeante, non? ou même pas. Ok, merci. Quelqu'un d'autre avait bienveillance? Ouais, d'accord. Souvent, ça revient, hein, quand même, c'est... Ouais. Confiance, ok, ouais. J'ai entendu encouragement, valorisation, encouragement, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres mots que vous souhaitez lancer à la foule? Empathie, ouais. D'autres choses? Vous êtes sympa aujourd'hui ici? Parce qu'en général, j'ai quand même des fois des trucs, ouais, c'est un truc à la mode, ouais, c'est pas toujours si dans l'esprit, on va dire. Hein? Non, mais je le dis, parce que c'est vrai. C'est des choses, il faut en tenir compte et au contraire, c'est là où il faut entamer les discussions. Exactement. Ben, on m'a déjà dit, j'ai déjà eu ce truc, c'est quoi? Ça veut dire qu'il y a une éducation négative? Ben, je sais pas, moi je suis là, c'est juste, on réfléchit. Est-ce qu'il y a une éducation négative? Ok.
Alors, du coup, mon truc, Alors, qu'est-ce que c'est que l'éducation positive? Alors, je vais répondre de la manière, on va dire, officielle. C'est l'intégration dans le champ, alors en tout cas de la manière dont je l'utilise moi, attention, hein, parce que éducation positive, il peut y avoir plein de définitions que vous trouverez sur Internet, mais de la manière dont moi je vous le présente aujourd'hui et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, l'éducation positive, c'est l'intégration des apports de la recherche en psychologie positive dans le champ éducatif. Donc je répète, c'est l'intégration et pas l'application directe. C'est vraiment intégrer ce qui se fait, ce qui se trouve dans le champ de la recherche, et je vais expliquer de quoi je parle quand même, dans le champ éducatif, c'est-à-dire dans les meilleures pratiques éducatives, parce qu'on ne part pas de rien, évidemment qu'on fait plein de choses déjà dans l'éducation. La phrase clé, c'est l'intégration des apports de la recherche en psychologie positive dans le champ éducatif. C'est moi qui ai fait cette phrase, hein, c'est pas... Mais l'idée d'intégration, pour moi, elle est importante. C'est pas juste, oh, tiens, il y a des théories, de la recherche, on va l'appliquer, puis... Non, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'il y a effectivement de la recherche, il y a des apports scientifiques, mais on va les intégrer à nos pratiques. On a déjà des pratiques, et il y a déjà plein de choses qui existent, et au contraire, il faut que les choses s'enrichissent les unes les autres. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est d'intégrer les deux pôles. Donc la pratique et la théorie. Donc c'est quoi la psychologie positive? Parce que quand même, je parle de ça comme si... C'est un champ de recherche qui existe depuis plus de 20 ans, on va dire, à peu près officiellement en tout cas depuis 1998. Et le monsieur que vous avez là, Martin Seligman, on va dire, c'est un peu celui qui est considéré comme le père de la psychologie positive. C'est l'ancien président de l'Association américaine des psychologues. Vous savez, l'APA, là, gros truc, grosse association, donc, qui a un petit peu... rappeler à ses collègues psychologues que c'était bien de s'occuper des gens qui allaient mal, etc. Enfin, voilà, de tout le côté thérapeutique, on va dire, de la psychologie traditionnelle, qui est hyper important. Mais aussi, l'idée, c'était aussi de chercher, c'est quoi les conditions d'épanouissement des gens. Je vais y revenir. Donc c'est un champ de recherche. J'ai mis un terme parapluie, mais en fait, je me rends compte qu'en français, ça n'existe pas, terme parapluie. C'est porte-manteau, vous savez, porte-manteau. Je suis angliciste et du coup, umbrella term, c'est comme ça qu'on dit en anglais. Du coup, j'aurais dû mettre un porte-manteau au lieu d'un parapluie, je suis désolée. Mais en gros, voilà, c'est plein de champs de recherche. C'est-à-dire qu'il y a des centaines, j'ai envie de dire même des milliers de recherches maintenant, sur les émotions, sur toutes les choses, sur la pleine attention, mindfulness, des choses comme ça, des choses sur la gratitude, l'estime de soi, la persévérance, les forces de caractère dont je vais vous parler tout à l'heure, les relations, la motivation, la créativité. Vous voyez, il y a énormément de choses qui maintenant se mettent un peu sous le chapeau psychologie positive. C'est quelque chose qui grandit encore. C'est vraiment de la recherche qui grandit. J'ai été en juin là, à Budapest, il y avait le congrès européen de psychologie positive, et il y avait pour la première fois, en tout cas de manière assez importante, des médecins. Avant, les médecins, c'était... Et là, les médecins étaient là et posaient des questions, etc. Il y avait des choses qui... Donc on voit que ça se développe, et on voit que ça se développe dans plein de champs. Et l'éducation s'en a emparé quand même très très tôt de ça, de la psychologie positive. Alors ça, c'est la définition officielle, on va dire. L'étude des conditions et des processus qui contribuent à l'épanouissement. Alors épanouissement, on parle aussi, vous aviez dit le mot épanouissement, effectivement, mais on parle aussi de fonctionnement optimal, comment on fonctionne au mieux. Des individus, des groupes et des institutions. Il y a des critiques qui reprochent à la psychologie positive d'être quelque chose de très individualiste, le bonheur à tout prix, vouloir être... ce truc-là. C'est faux, c'est-à-dire que depuis le début,
il y a l'histoire du groupe, les groupes, c'est quoi? La famille, la classe, l'école, etc. Et il y a vraiment cette idée de collectivité, de collectif qui est importante dans les recherches. Et il y a de plus en plus, et c'est vrai qu'au début les recherches se sont un petit peu intéressées à l'impact sur l'individu, mais de plus en plus de recherches, et notamment à l'école, et c'est logique, s'intéressent à l'impact sur le collectif. Dans une classe, il se passe quoi quand on fait une intervention? Et donc c'est quand même assez intéressant. Donc je vous ai mis voilà, enfants. Alors au début c'était beaucoup sur les adultes, hein, puis très vite enfants, adolescents. Il y a eu des recherches dans le domaine de l'éducation. Maintenant, il y a le bien vieillir, de plus en plus, pareil, à Budapest, là, il y a beaucoup de choses sur le bien vieillir, et sur la petite enfance. Et j'ai pas mal de gens des crèches, etc., qui viennent me dire il y a vraiment des choses à faire aussi depuis tout petit, quoi. Effectivement, plus on met des choses en place tôt, moins on arrive là où vous arrivez aujourd'hui sur le décrochage. Et c'est là où notre impact il est intéressant. Et l'idée, voilà, quand on parle de groupe ou d'institution, on parle de la famille. Il y a pas mal de choses qui sont en entreprise. Donc là, j'ai vu juste cette semaine, on parlait encore de qualité de vie au travail, bien-être et engagement des employés, vous voyez, des choses comme ça. De plus en plus, les entreprises s'y intéressent parce que bien-être et performance, vous voyez, il y a plein de choses qui sont liées. Et maintenant, on parle tellement de burn-out, d'épuisement professionnel, de choses comme ça, que ça devient nécessaire de s'y intéresser à tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on met en place? L'idée, c'est vraiment ça. Donc, si vous voulez, si je caricature un petit peu, la psychologie positive, quand la psychologie traditionnelle, on va dire, aide les gens à aller mieux, quelqu'un qui est, je sais pas, à -8, ils vont l'amener à 0 ou à 1. Mais ça ne veut pas dire que une absence de maladie ne veut pas dire qu'on est en pleine santé. Donc l'idée de la psychologie positive, c'est d'amener ces personnes qui sont à 1 ou 2 à les amener à 7, 8, vous voyez, à s'épanouir. C'est dans ce champ-là que ça se joue. Il y a cette citation qui vient de ce livre-là que j'aime beaucoup. C'est une citation d'Evelyne Rossette qui est une de mes formatrices, d'ailleurs à Cambridge, là. Si on constate une fuite dans un bateau, notre réaction première sera évidemment de boucher la fuite pour éviter qu'il ne coule. Travail de la psychologie traditionnelle. On est là. Mais une fois que la fuite est réparée, qu'obtient-on? Un bateau qui ne coule pas. Et si l'on veut faire avancer le bateau, il faut hisser les voiles. Et la psychologie positive se concentre sur les voiles. Je trouve que l'image est vraiment bien choisie. Et l'idée, c'est ça, c'est nous, maintenant, comment on peut se concentrer sur les voiles et faire avancer. Parce que quelqu'un qui fonctionne juste ne veut pas dire qu'il s'épanouit. Donc l'idée de la psychologie positive, ou de l'éducation positive, on est là, hein, c'est vraiment ça. Donc si je lis ça au décrochage, on va voir toutes les questions d'estime de soi, de confiance en soi, etc. Pourquoi je vous parle d'épanouissement? Enfin, voilà, c'est quand même le cœur, on est au cœur du problème, hein, je pense. Qu'est-ce que ce n'est pas? Non, mais parce que c'est quand même. Au début, dans mon collège, au départ, j'étais un peu genre happy hippie. Ouais, c'est sympa, des élèves, ils sont heureux. Enfin, ouais, c'est quand même. Et donc, dans la tête de beaucoup de gens, c'est quand même un peu ça. C'est le pays de Candy, je sais pas quoi, le monde de oui-oui. Vous voyez, un peu, tout est rose, tout est magnifique. Il ne s'agit pas du tout de ça. On n'est pas dans la pensée positive. On n'est pas. Alors, il y a des choses aussi comme la discipline positive, la pédagogie positive. Il y a plein de choses qui existent. Hein. Du positif, il y en a à tous les rayons, on va dire. C'est pas ça que je vous présente aujourd'hui. C'est pas ça dont je parle. Ce dont je vous parle, c'est de la recherche et de comment ces recherches-là peuvent être intégrées dans nos établissements scolaires, en tout cas comme des pistes pour aider à mieux fonctionner. Alors, il y a 2 piliers de recherche en psychologie positive, éducation positive. C'est les piliers de la résilience, et je vais revenir un peu plus tard dessus, sur de quoi je parle quand je parle de résilience, et le pilier du bien-être. Donc on est vraiment dans cette idée de prévention, hein, prévenir, éviter que les problèmes arrivent, donc arrêter en tout cas le cercle vicieux, et cette idée de promotion, avec ce cercle, essayer de mettre en place un cercle vertueux. Donc l'idée, c'est vraiment ça.
Alors, je vous ai mis un peu en vrac des auteurs. Alors, on voit pas, c'est pas très bien fait mon truc. Alors, j'ai un peu changé, j'ai changé hier soir, parce que j'ai mis des Français pour une fois, des choses qui existent en France, parce que ça commence quand même à se développer. Donc, des choses. Barbara Fredrickson, elle travaille beaucoup sur les émotions positives, etc. L'intérêt des émotions positives. Alors, je ne vais pas en parler aujourd'hui parce que c'était moins lié aux choses sur le décrochage scolaire, mais en tout cas, si vous avez le nom, si vous avez envie d'aller chercher un peu plus loin. La théorie de l'autodétermination sur la motivation, c'est hyper intéressant aussi. C'est quelles conditions on peut mettre en place pour faire en sorte que les élèves soient un peu plus motivés. Les gens en général d'ailleurs. Carol Dweck, j'ai laissé en anglais. Fixed mindset, growth mindset, l'idée de c'est quoi l'état d'esprit. Alors, dans quel état elle disait qu'en fait, enfin, ces recherches montrent que c'est pas ce qui est important, c'est dans quel état d'esprit on est. Vous voyez, ce que je vous parlais de mon élève tout à l'heure, c'est qu'est-ce qui est possible pour lui. Est-ce que c'est possible de, ce qu'il disait, devenir plus intelligent? Bah déjà, si c'est pas possible, c'est fini. On les a perdus. Donc elle, toute sa recherche porte là-dessus, et notamment sur le statut de l'erreur. Donc je ne vais pas faire un débat, mais le statut de l'erreur, et en France, dans notre culture scolaire, on en est où de tout ça? Donc tout ça, c'est des réflexions qu'on peut avoir, on pourrait parler de ça pendant une journée, hein, mais voilà. L'idée d'aujourd'hui, c'était de vous sensibiliser un peu, vous donner des noms si vous voulez aller un peu creuser, un peu chercher, et voilà. Carol Dweck, elle a fait un TED Talk, pour ceux qui connaissent les TED Talks, qui est assez intéressant. Alors c'est en anglais, mais vous avez les sous-titres. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Chris Peterson, bon, Martin Seligman, les forces de caractère, je vais vous en parler un peu plus, donc du coup je passe. Alors, pour les Français, donc sur la motivation, j'ai pas sa photo, mais Fabien Fenouillet de l'Université de Nanterre, qui a beaucoup travaillé sur la motivation. D'ailleurs, il a, je crois, dénombré 101 théories de la motivation. Ça va, on a de quoi faire. Il a un site, si vous voulez, lesmotivations.com ou quelque chose comme ça. Donc si le thème de la motivation vous intéresse, vous pouvez aller creuser de ce niveau-là. Et il y a un livre qui s'appelle Motivation et réussite scolaire. Et enfin, Rebecca Shankland, qui est de l'Université de Grenoble, qui travaille énormément sur la gratitude. C'est quoi la gratitude et tout, bah, je vous laisse aller voir. Pareil, je vais pas m'étaler là-dessus, mais comme c'est, on va dire, elle fait énormément de recherches et elle fait énormément en France pour l'éducation positive. J'avais envie quand même de vous donner son nom, parce que vous pouvez aussi aller voir, il y a des vidéos sur Internet et tout, et c'est des choses extrêmement intéressantes qui sont mises en place. Rebecca Shankland. Ah oui, c'est vrai que je ne l'ai pas mis. Shankland, ouais, S-H-A-S-H-A-N-K-L-A-N-D. Shankland. Alors, et c'est elle, puisqu'on parlait d'études là, en France, il y a trois diplômes universitaires de psychologie positive maintenant. Un à Grenoble, non, il y en a 4. Un à Grenoble, un à Tours, un à Metz et un sur l'île de la Réunion. Et Rebecca est responsable de celui de Grenoble. Alors, finalement, c'est quoi l'éducation positive, hein, pour résumer? C'est un peu changer de lunettes. C'est un peu mettre des lunettes un peu différentes. C'est-à-dire, on va parler de développement de ce qu'on appelle les compétences psychosociales, mais c'est le développement de ces compétences-là en soutien des compétences académiques, évidemment. Notre métier, notre cœur de métier, c'est quand même de leur apprendre des trucs. Mais si on comprend que finalement, en mettant en place des choses, en ayant une posture particulière, en changeant un peu des choses de notre culture scolaire, j'ai envie de dire, ça peut soutenir leur réussite académique, bah, on est là pour ça. Donc voilà, mon message d'aujourd'hui, principalement, c'est ça. Alors, je vous ai mis parce que compétences psychosociales, c'est de quoi on parle quand on parle de compétences psychosociales. Alors, c'est pareil, hein, quand je dis maintenant, j'évite d'utiliser éducation positive ou psychologie positive. C'est des mots qui font peur en fait dans l'éducation ou l'éducation nationale en général. Ça peut, c'est quoi psychologie? Je suis pas psychologue. Non, on n'est pas psychologue, on est prof. Ouais, il y a plein de choses qui se jouent un peu dans nos inconscients. Donc voilà. Maintenant, on a tendance à parler de compétences psychosociales. Donc, les compétences psychosociales,
psychosocial, c'est les compétences, ça c'est l'OMS en 93 qui a mis en place, qui a parlé de ces 10 compétences. Donc je vous les lis, on ne voit pas grand-chose. Savoir résoudre les problèmes et savoir prendre des décisions, avoir une pensée créative, avoir une pensée critique, savoir communiquer efficacement, être habile dans les relations interpersonnelles. Juste petite parenthèse, on demande toujours à nos élèves d'écouter. Donc c'est la compétence qu'on leur demande le plus. Mais quand est-ce qu'on leur a appris à écouter? Quand est-ce qu'on a développé cette compétence d'écoute? On part du principe qu'ils savent. Comme on part du principe, allez, faites-moi un exposé sur je sais pas quoi. On part du principe qu'ils savent faire un exposé. Mais à quel moment quelqu'un a pris le temps de se poser et de dire, bah voilà, il y a ça, c'est ça, ça. Écouter, c'est pareil. C'est quoi écouter, vraiment? Et nous, en tant que prof, même, on peut se poser la question, à quel moment on s'est posé la question, 2 minutes, c'est quoi être à l'écoute? C'est quoi une écoute active? C'est quoi? C'est ce type de questions-là, de questionnement-là qui moi, m'intéresse. Avoir conscience de soi, avoir de l'empathie pour les autres, savoir gérer son stress et savoir gérer ses émotions. Donc tout ce qui est régulation émotionnelle, etc., etc. Alors, j'ai trouvé ça, on parle beaucoup des compétences du 21e siècle, il y a plein de choses différentes, mais en gros, vous avez un peu toutes ces, voilà, les compétences comme l'école telle qu'elle est un peu maintenant, mais voilà, tout ça, sur les compétences du 21e siècle, c'est toute cette partie finalement qui correspond un petit peu aux compétences psychosociales et toutes ces choses que la recherche en psychologie positive, les outils, les pratiques peuvent nous aider à mettre en place. Ça va? Ouais. Alors, compétences psychosociales, elles sont aussi quand même au cœur de nos instructions officielles. On va repartir des textes. Socle commun de connaissances et de compétences de culture, le parcours éducatif de santé, parcours à venir, accompagnement personnalisé, éducation à l'orientation, tout ça, on parle des compétences psychosociales là-dedans. Et je vais même plus loin. Je vais dans notre référentiel de compétences professionnelles, de profs, ce qui est attendu de nous en tant que profs. Alors j'ai sélectionné, j'ai pris des points comme ça, mais si on relit tout, il y a quand même encore plus que ça. Mais on nous demande quand même de connaître nos élèves. Connaître nos élèves. C'est quoi connaître nos élèves? Les processus d'apprentissage. Le stress, ça joue comment sur apprendre? Tenir compte des dimensions cognitives, affectives et relationnelles de l'enseignement et de l'action éducative. Prendre en compte la diversité des élèves. Mais comment quand... c'est vrai, c'est beaucoup, on a des classes chargées, c'est compliqué, tout ça. Mais voilà, donc finalement, peut-être qu'on peut mettre des petites choses en place, il ne s'agit pas de tout révolutionner, mais peut-être qu'on peut mettre des petites choses en place qui vont nous permettre tout ça, qui vont nous permettre d'arriver à faire ces choses-là et à développer déjà pour nous-mêmes ces compétences-là, et puis après pour nos élèves. Je vais faire un petit test. Ça va vous faire bouger un peu. Si vous considérez que vous avez été très bien formé à vos disciplines, en termes, je ne sais pas si je suis prof d'anglais, à l'anglais, ou l'espagnol, ou l'histoire géo, levez-vous. Ouais, au contenu disciplinaire de votre matière. Si vous pensez avoir été bien formé au contenu disciplinaire de votre matière. Oui, en tant que CPE, enfin voilà, votre champ d'action, je sais pas. Ok. Ah, c'est intéressant ça. Ouais. Allez, pas de mauvaise foi. Ok. D'accord, merci. Merci. Donc c'est un peu moins que... Alors là, je me réfère à une enquête de l'OCDE, qui s'appelle OCDE Thalys, si vous voulez aller sur Internet la trouver, sur la formation des enseignants, parce que c'est un peu le cœur du problème. Et 90% des enseignants en France pensent qu'ils ont été bien formés dans leur discipline. 90%, donc vous êtes moins ici, mais voilà, c'est quand même... on a une bonne formation, de manière générale, on a une bonne formation disciplinaire en France. Maintenant, levez-vous ceux qui pensent qu'ils ont été bien formés à tout le reste. Je sais pas, gestion de classe, vous voyez, enfin, tout le reste, quoi. Non, pas tout à fait.
reste, le relationnel, je sais pas, le climat de classe, les relations dans la classe. Hop, j'appuie sur mes trucs. Alors, personne ? Personne. Et c'est malheureusement souvent, et effectivement, alors dans Thalys, c'est comme, il y a moins de 40% qui se considèrent avoir été bien formés sur le volet, alors dit pédagogique, ou je sais pas, peu importe comment on appelle ça, mais sur le reste, tout ce qui n'est pas disciplinaire. Et c'est vrai qu'il y a quand même un truc sur la formation, c'est un peu mon dada, excusez-moi, mais ça, je trouve ça hyper important, la formation des enseignants. On nous demande des choses, mais on n'est pas formé pour. Donc à un moment, voilà. Oui. D'accord. D'entamer en tout cas la discussion. C'est-à-dire, alors j'ai une journée, alors cette année, j'ai une journée de sensibilisation des corps d'inspection. Voilà, donc pour la première fois, alors je ne sais pas voilà, ce qui va se passer après ça, mais en tout cas, ils auront entendu à peu près les mêmes choses que vous à un moment ou à un autre dans l'année. Voilà. Est-ce que ça va ? Ouais. Est-ce que vous voulez votre pause maintenant ? Ouais. On prend 5 minutes, 10 minutes ? Ouais. Allez. Alors je reprends comme ça obligera les autres à rentrer. Du coup, le premier point, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand j'ai parlé des objectifs là, de cette matinée, c'était de vous sensibiliser sur qu'est-ce que c'était que l'éducation positive et qu'est-ce que ce n'était pas. Donc j'espère que cet objectif est atteint. Et du coup, je vais passer sur la deuxième partie qui était de vous présenter. Et ça, je vais le faire quand même très brièvement parce que je voudrais pouvoir avoir le temps de vous mettre en action sur certains concepts. De vous présenter brièvement ce qui se fait un petit peu à l'étranger et puis ici. Alors à l'étranger, ça ne vous passionne pas forcément, mais c'est quand même intéressant de voir qu'il y a des choses qui se font depuis des années dans certains pays et qui fonctionnent et qu'il y a de la recherche dessus. Et voilà, il y a quand même... donc autant s'en inspirer, on ne part pas de zéro, quoi. Donc l'idée, c'est quand même c'est bien d'aller toujours regarder ailleurs un petit peu, voilà. Donc il y a énormément de choses qui sont faites en Australie. Les Australiens, c'est un peu les champions de l'éducation positive. Ils ont des écoles qui sont complètement basées sur, où tout le monde a été formé, etc. Où les profs, quand ils intègrent l'école, ils intègrent le projet pédagogique et ils savent qu'ils vont avoir les élèves vont avoir des ateliers d'éducation positive, etc. Nanani, nanana, donc il y a énormément de choses. Bounce Back, c'est c'est un des premiers programmes de résilience qui a été développé et c'était en Australie aussi. The Penn Resiliency Program, c'est un programme de résilience. Alors, je sais que j'ai pas encore parlé de résilience, mais vous inquiétez pas, je vais définir un peu plus tard. Mais c'est juste pour vous donner une petite idée. Et ça, c'est un programme maintenant qui est utilisé énormément. Alors, au début, il a démarré avec des adolescents dans des écoles. Et maintenant, c'est un programme qui est suivi par toute l'armée américaine. C'est-à-dire que chaque soldat américain passe par ce programme-là de résilience. Et en fait, ils se sont rendus compte que quand on entraîne, on va dire, quand on est en mode prévention et qu'on donne des choses, des outils aux gens et qu'on travaille sur la résilience, hein, c'est des compétences qui se développent, finalement, ils se sont rendus compte que ces soldats revenaient avec moins de stress post-traumatique, moins de récupérer plus vite, moins de dépression, des choses comme ça. Donc il y a vraiment énormément d'études sur ces programmes-là qui sont menés sur leur impact, je veux dire. Et donc au niveau des enfants, des adolescents aussi, hein, on a des mesures d'impact. Donc voilà, j'ai mis un peu tout ce qui se passe. Alors au Québec aussi, hein, au Canada, ils sont très forts. Au Québec, ça c'est un des seuls livres qui existe. Alors celui-là, il est vraiment bien. Vous aurez les slides, vous inquiétez pas, vous pourrez regarder. Ce livre-là, il explique très simplement, avec des choses très pratiques, etc. Et il est en français, parce qu'il n'y a pas énormément d'outils en français. Et du coup, celui-là, il est pas mal, et c'est des Québécoises qui l'ont écrit. Julie Bazinet, B-A-Z-I-N-E-T. Et puis
Oui, je crois que c'est elle toute seule. Et du coup, alors aussi pour vous dire, je travaille en collaboration avec une chercheuse québécoise qui s'appelle Nancy Goyette. Et on travaille sur le bien-être et la résilience des professeurs, enfin, des enseignants, des acteurs éducatifs. Parce que c'est bien beau tout ça. C'est juste une petite parenthèse parce que c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais c'est bien beau de vouloir mettre des choses en place, etc., pour nos élèves et tout. Mais si on n'incarne pas, si déjà nous, à notre voilà, et si l'institution n'est pas bienveillante, et si nous on n'incarne pas et on n'a pas intégré toutes ces choses-là, c'est un peu une coquille vide de vouloir le faire avec nos élèves. Donc l'idée, moi en tout cas, mon idée, mais bon, je suis un peu, on va dire en mission, je sais pas comment dire ça, mais mon idée c'est vraiment de développer ça à tous les niveaux, et y compris au niveau des enseignants, enfin du personnel éducatif, parce que moi je sais qu'il y a des CPE, vous comprenez de quoi je parle. Donc je passe assez rapidement. Alors en France, je vais vous parler juste rapidement de Scolavi, parce que c'est une structure avec laquelle je travaille pas mal et qui travaille aussi pas mal avec l'éducation nationale. Donc c'est une structure qui a été fondée par Laure Reynaud, qui est enseignante aussi, et Ilona Bonimel, qui elle est chercheuse en psychologie positive. Donc elle a été une des élèves de Martin Seligman. Donc elle, ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'elle travaille là-dessus. Et elle a monté, alors au début elle était en Angleterre, elle a monté énormément de programmes en Angleterre, et notamment ce qui s'appelle le Wellbeing Programme avec la mairie de Londres, en collaboration avec la police et la mairie de Londres, sur les quartiers difficiles. Donc voilà, pareil sur alors nous on appelle rééducation prioritaire, mais aussi décrochage scolaire, ça en fait partie, etc. Donc là c'était des programmes d'éducation positive ou de résilience. Donc Scolavi, du coup, il y a des formateurs, bon, je passe rapidement, mais il y a quand même un certain nombre d'enseignants qui ont été formés, du coup. Alors moi, quand j'interviens, je vais vous parler de comment j'interviens dans le PAF de Montpellier. Alors j'utilise des choses de Scolavi, mais pas uniquement, j'ai aussi mon parcours personnel, etc. Mais j'utilise quand même beaucoup d'outils de Scolavi, donc c'est pour ça que je le mentionne aussi, parce qu'il y a des choses quand même intéressantes. On intervient avec Scolavi donc, dans l'académie de Créteil. Il y a eu pas mal de gens qui sont formés. Et par exemple, toute la Cardi de Limoges. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens de la Cardi ici. Non, il n'y a pas. Donc la Cardi de Limoges a été complètement... Tous les gens de la Cardi de Limoges ont été formés à un des programmes de Scolavi, par exemple. Bon, bref, il y a pas mal, vous verrez, d'associations de ça. Puis si vous allez sur le site, vous trouverez plein d'outils. Il y a beaucoup de jeux, des outils très concrets. J'ai discuté avec une collègue là, où on disait finalement le fait d'avoir des cartes, par exemple, de jeux, des choses concrètes, ça peut faire le lien aussi avec les élèves. Ça leur donne aussi envie d'utiliser ces outils-là. Et du coup, ça crée aussi des supports avec lesquels qu'on peut facilement utiliser. Et tout ça, c'est des supports qui sont développés avec Scolavi. Donc j'en ai pas ici, mais vous les trouverez sur le site, et puis on pourra en parler. Donc voilà. Donc ça, en gros, si vous voulez, Scolavi, c'est un organisme de formation. Donc il y a des formations à l'intérieur de l'éducation nationale et hors de l'éducation nationale, et il y a des programmes. Alors si on prend, je vous rappelais, les deux piliers de recherche d'éducation positive, bien-être et résilience, on a alors ce qu'on appelle le BEC, c'est bien-être et climat scolaire. C'est un programme en 36 leçons, donc c'est vraiment les profs ont des fiches de prep, etc. C'est 1 heure hebdomadaire, et voilà, ils amènent ça à leurs élèves, etc. Bon. Il y a 3 niveaux. Le parcours de réussite qui est plus en lycée, qui est plus des choses sur l'orientation, mais ça recoupe un petit peu tous les éléments dont je vous parle aujourd'hui. Et le Spark, que je vais un petit peu plus aborder, c'est le programme de résilience. Je vais vous en parler un peu plus tard tout à l'heure. Le PEP, c'est encore autre chose. Parcours d'éducation positive, c'est plus des modules, et ça, c'est plus à destination des parents, enfin de tous les acteurs éducatifs finalement, mais qui s'inscrivent un peu de manière indépendante. Donc alors un module sur, je sais pas, la motivation, un module sur les émotions, un module, vous voyez, c'est plus thématique, on va dire. Alors, je reviens moi à ce que je fais sur l'Académie de Montpellier, juste parce que j'ai eu pas mal de questions, et du coup c'est bien, je voudrais quand même l'aborder. Du coup, dans l'Académie de Montpellier, il y a pas mal, je fais des formations au PAF. Donc les formations, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est éducation positive et climat scolaire, ou bien-être et climat scolaire, quelque chose comme ça. Donc il y a
Donc cette année, c'est la deuxième année où ça a été reconduit. Il y a 2 jours, et pour 25 personnes à peu près pour ces formations-là. Et il y a eu 250 demandes. C'est juste pour vous dire les besoins, je pense, de formation qu'il y a sur ces sujets-là. Et donc c'est quand même intéressant de se dire, ben voilà, il y a quand même des choses à faire. Et cette formation-là, elle se décline en formation territoriale. Donc j'expliquais, je sais plus, à mes collègues là, qu'en fait, j'interviens aussi dans les établissements. Donc en formation territoriale, le chef d'établissement peut demander à avoir cette formation pour toute son équipe. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce qui est le plus intéressant. Parce que c'est bien d'avoir des gens, d'avoir 2 personnes ou, par établissement qui entendent des choses, mais si toute l'équipe entend la même chose, ça permet une autre dynamique et ça permet aussi de créer aussi des groupes de travail, des gens qui ont envie de monter des projets, etc. et de se mettre vraiment en action. Parce que l'idée, c'est pas juste de rester dans la théorie, c'est quand même de mettre des choses en place. Donc ça, ces formations territoriales, elles servent à ça. Donc, comme je vous disais, là, la journée pour les personnels d'encadrement, donc les inspecteurs et les chefs d'établissement. Donc ça, je sais pas, ce sera une première cette année, normalement au mois de mars. Donc je ne sais pas ce que ça donnera. Voilà, je ne sais pas si ça intéresse. En tout cas, ça existe. Et du coup, des projets avec la MLDS. Donc merci Mélanie du coup de m'avoir invitée aujourd'hui, parce que c'est grâce à ça aussi qu'on fait connaître les choses et qu'on met en place des choses. Là, je vais intervenir avec la MLDS de Béziers. À Castelnaudary aussi, j'ai des contacts. Voilà, il y a des choses qui se font et qui avancent. Hein. Donc on va voir. Là, ça va être un peu expérimental à Béziers. Donc j'espère en tout cas que c'est bien, parce que ça nous donnera des choses concrètes sur lesquelles discuter après, et puis voir les points d'amélioration, voir ce qui peut être fait, pas fait, etc. Ça va être très concret, ça va être avec un groupe de jeunes décrocheurs, et on va voir ce qu'on va mettre en place. Donc c'est bien pour moi, ça va aussi me donner des choses concrètes, plus concrètes en tout cas, où je vais être directement sur le terrain là pour voilà. Et puis, alors, je voulais juste très rapidement vous parler de ce projet que j'ai à Toulouse. Donc, j'ai fait une journée de formation. J'ai rencontré le chef d'établissement dans un colloque sur le bien-être. Par hasard, on a discuté comme ça. Et donc, je suis allée l'année dernière faire une formation d'une journée. Et en fait, les profs ont été vraiment emballés. D'où l'intérêt, je vous dis, de faire en formation territoriale. Et ont voulu poursuivre. Et du coup, on a monté une expérimentation donc, sur 3 ans. Donc c'est un gros truc avec la Cardi de Toulouse, etc. Il y a un documentaire de filmé. Enfin, je vous donnerai les liens si vous voulez, si ça vous intéresse. Et là, c'est tout le monde qui a été formé. Alors il va y avoir une équipe de 15 personnes qui vont mettre en place des ateliers de bien-être, etc. Enfin, compétences psychosociales auprès des élèves de 5e. Donc on va suivre toute la cohorte de 5e en fait. Et il va y avoir une évaluation scientifique. Donc il y a une chercheuse qui travaille avec nous. Donc on va faire des mesures d'impact avant, après, etc. Et puis, donc toute cette cohorte, donc on a pris les 5e et pendant 3 ans, on va les monter en 3e et on va voir ce qui se passe. L'idée, c'est ça. Donc c'est vraiment de travailler sur le climat scolaire, etc. Et donc l'équipe enseignante, il y a 15 enseignants volontaires, est en train d'être formée. Donc là, on a utilisé certains programmes de Scolavi pour le coup. Mais pas que. C'est-à-dire que j'ai aussi fait une journée pour, comme vous, là, un peu de sensibilisation sur certaines choses. Et là, c'était les enseignants, la vie scolaire, donc les CPE, des assistants d'éducation, le chef, l'adjointe, la gestionnaire qui est venue, la dame, il y avait des personnels, 2 dames de cantine, enfin voilà, un personnel un agent, merci. Vous voyez, et l'idée c'est ça, c'est vraiment d'avoir une vue holistique de nos établissements. On n'est pas séparés les uns des autres, quoi. On travaille tous ensemble, et c'est bien que tout le monde soit un peu embarqué dans le même mouvement. Et l'idée, si on veut que des choses se développent, c'est aussi ça. C'est que tout le monde, l'équipe éducative, c'est tout le monde, y compris d'ailleurs aussi les parents. Petite parenthèse. C'est-à-dire que les acteurs éducatifs, c'est ça. Et comment on embarque tout le monde. C'est encore une piste de réflexion. Je crois que j'ai tout dit sur Toulouse. Bon, voilà, c'était juste à titre d'exemple de ce qui peut être fait et ce qui est en train d'être fait. Alors,
J'enchaîne un peu là, je suis désolée, on a pris une plus longue pause, donc je vais arriver à vous montrer quelques outils quand même. Donc la période de l'adolescence, bon, je ne vais pas vous faire un cours sur le développement de l'adolescent, mais c'est une période un peu particulière quand même dans notre vie. On est tous passés par là. Et en tout cas, c'est les périodes où souvent se manifestent ces problèmes-là, le problème de ce qu'on appelle santé mentale, mais vous savez, l'anxiété, la dépression, etc. Toutes ces choses-là. Et de plus en plus, c'est des choses qui sont de plus en plus présentes dans nos établissements scolaires. Je ne sais pas si vous le voyez ou pas. Oui, ouais. Mais il y a quelques années, le taux moyen, on va dire, de dépression était le taux moyen de la première dépression était à 25 ans. Le taux maintenant moyen est à 15 ans. Donc il y a quand même des choses qui se passent dans nos sociétés. Après, il y a plein de paramètres, plein de pistes, etc. Mais le fait est que quand même, on a des élèves qui vont pas super bien. Et que ça, il faudrait quand même un petit peu en tenir compte dans nos établissements scolaires. Bref, le décrochage scolaire, donc là, évidemment c'est lié, mais là on est plus sur le côté, on va dire, académique, hein, donc les résultats scolaires, la réussite scolaire, etc. Tout ce qui est conduite à risque, c'est également lié, on le voit. Hein. Et les phénomènes de radicalisation, donc ça c'est un peu nouveau, mais c'est lié. Alors j'ai travaillé sur un programme de prévention de la radicalisation avec la psychologie positive justement, où on travaille sur la résilience, etc., la flexibilité mentale, vous voyez, tout ce type de choses, et c'est super intéressant. Et tout ça c'est lié à finalement une seule et même chose, c'est que l'adolescent, c'est une période de vulnérabilité. Et nos enfants, nos élèves, nos ados sont à un âge vulnérable. Et ça, faut aussi en tenir compte. Et c'est les armées, le fait de leur proposer des choses, pas que disciplinaires, mais aussi d'autres choses, c'est aussi les armer face à tout ça. C'est aussi mieux leur apprendre à se construire. C'est des compétences qui peuvent s'acquérir. Et puis, on peut les accompagner vers ça. Donc, l'idée de tous ces programmes, etc., c'est ça. C'est d'essayer de les accompagner, de les rendre un peu moins vulnérables à tout ça. Donc j'ai plein de slides sur... je vous laisse... vous verrez, je passe un peu rapidement parce que je voudrais arriver à la fin. Alors ça, c'est juste... Fabien Fenouillet, dont je vous parlais là, sur la motivation, c'était une étude qu'il a faite. Donc juste... Alors c'est un peu à l'envers là. La terminale, CM2. Donc en CM2, on est là sur on parle de ça, vous savez, on a des mesures, des échelles, etc. Satisfaction de vie en général, donc satisfaction globale. Donc en CM2, on est là. Le collège, 3e. Et en terminale, on arrive là. Donc c'est un échantillon de 1600 élèves, hein, là, mais si on reprend, il y a plein d'autres études, si on reprend d'autres études, il y a des choses un peu similaires. Et si on est sur plus le côté affectif, on va dire les émotions dites négatives, les émotions désagréables, là on est en terminale, c'est revenu à l'endroit, terminale, donc on est en 6e, pardon, 6e on est là au niveau des émotions négatives, et ça augmente, ça augmente, ça augmente. En terminale on arrive là. Même étude, l'intérêt scolaire, l'intérêt pour la chose scolaire, donc ce qui est directement lié à la motivation, à ce qui nous intéresse, au décrochage scolaire et tout. Donc là, en 6e, ils arrivent là, nos petits 6e. Et ça, c'est le collège. Bam, 3e. Seconde. Et le lycée, on voit que ça remonte légèrement. Bon, c'est un peu logique, hein, il y a déjà la maturité qui joue. Et puis finalement, au lycée, en première terminale, ils choisissent. Ils choisissent plus leur secteur, leur matière, etc. Ce qui est lié à ce que je vous parlais tout à l'heure, la théorie de l'autodétermination, là, sur l'autonomie, le choix, etc. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Mais c'est intéressant de tenir compte de ça dans nos actions éducatives. Alors, quelques chiffres sur le bien-être à l'école. 93% des élèves se disent se sentir bien. Donc, c'est quand même plutôt positif, on va dire. Mais 2/3 trouvent leur scolarité fatigante, stressante, énervante, voire pénible. Taux en augmentation.
Je ne sais pas si vous avez des enfants ou des ados. Je ne sais pas à quel stade. Et moi, je suis effarée de ce que j'entends. Alors, j'en ai un. Alors, en primaire, ça va encore. J'en ai un qui arrive à la fac, donc c'est encore un autre monde. Et j'en ai un qui était au collège et qui est passé au lycée. Je me disais, oh, bah, ça va aller mieux au lycée. Et je suis atterrée, en seconde, là, je suis atterrée de ce que j'entends, de ce qui me rapporte, de ce qui se passe dans le relationnel, enfin bref, au niveau des profs, etc. Il y a des trucs, c'est juste... je me dis, mais on est en 2018. Je trouve ça un peu inquiétant quand même. Bref. 27% avouent que des adultes de l'école leur font peur. Est-ce qu'un jour, on pense qu'on fait peur à un élève, peur dans le sens... je sais pas, c'est... Ouais, 69% disent qu'ils se sentent quelquefois angoissés de ne pas réussir assez bien à l'école. Donc on a l'impression de ceux qui s'en foutent, ils s'en foutent de toute façon. Ils s'en fichent, mais personne ne s'en fiche d'être en échec. C'est faux, c'est pas vrai ça. C'est peut-être qu'ils donnent l'impression qu'ils s'en fichent et qu'ils... Voilà. Mais vraiment, au fond d'eux-mêmes, c'est une souffrance. Et 30% pensent que les punitions sont injustes. Voilà, c'est quelques chiffres comme ça. Alors, de quoi on parle? Sur le bien-être scolaire, c'est vraiment l'histoire du ressenti. Et là, c'est sûr, j'ai mis ça parce que c'est pluridimensionnel, et c'est élève ou personnel. Donc, quand on parle de bien-être scolaire, comme je vous disais tout à l'heure, c'est tous les acteurs éducatifs, tous les membres de la communauté éducative. Donc, il y a le côté physique, pédagogique, relationnel, psychologique. Et enfin, on entend beaucoup ce terme-là, le climat scolaire. En ce moment, c'est quoi le climat scolaire? Le climat scolaire, donc il y a encore une fois plein de facteurs différents, mais moi j'ai envie de dire, je me situe plutôt là. En tout cas, ce que je vous propose aujourd'hui se situe plutôt sur ce champ-là, sur la qualité de vie à l'école. Ça en fait partie. Il n'y a pas que ça. Et effectivement, il y a plein d'autres choses, mais ça en fait partie. Alors, je voulais finir ce point-là sur cette slide-là, qui n'est pas la mienne. C'est Christophe Marsollier. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent. Voilà. Donc Christophe Marsollier, qui est inspecteur général de l'Éducation nationale. Alors, il a écrit des bouquins. Si il y en a qui s'intéressent, il a écrit des livres sur la relation éducative qui sont vraiment super intéressants. Voilà. Et qui travaille beaucoup sur ces notions de bien-être à l'école et tout. Et donc, sur ce colloque au bien-être à l'école où j'étais, il avait fait une présentation et il avait parlé de... Donc, il s'agissait d'innovation alors, sur la motivation, etc. Et j'ai trouvé intéressant la façon dont il présentait les choses et c'est pour ça que j'avais envie de vous le montrer aujourd'hui. Donc, il parlait le champ lexical de la démotivation parce que et même sur la sémantique, vous voyez, quand on parle de décrochage scolaire, moi je parle de persévérance scolaire. Et on n'est pas tout à fait au même niveau. Où est-ce qu'on se place? Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, là, alors, sur le champ lexical de la démotivation, se décourager, lâcher, céder, abandonner, renoncer, décrocher. On voyait tout à l'heure, Mélanie, tu disais que c'est vraiment un processus, et on voit le processus, comment il peut arriver. Voilà. Et au contraire, avec certains outils, certaines choses qu'on peut mettre en place dans nos établissements, on peut avoir l'effet inverse. Donc là, on va poursuivre, ne pas lâcher, persister, s'accrocher, rebondir, persévérer. Et là, on entre vraiment dans la persévérance scolaire. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est de mettre en place les conditions, des outils, des facteurs, des postures, je ne sais quoi dire, favorables à la persévérance scolaire. Et c'est ça aussi mon message aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en place qui soit favorable à la persévérance scolaire. Ça va? Okay. Alors, sur cette histoire du décrochage scolaire, effectivement, c'est pluridimensionnel. Tu disais qu'il y avait, je ne sais pas combien de définitions du décrochage scolaire. Voilà. Donc j'ai juste pris des choses
qui, moi, du coup, m'ont dit « Ah tiens, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Bah, tiens, moi, ce que je connais de la psychologie positive, en tout cas des recherches, comment je peux faire le lien ?» L'idée, c'était de faire le lien et de vous présenter des choses qui pouvaient être en lien. Et donc, il y avait ces histoires d'estime de soi, de confiance en soi. Hein. Souvent, les décrocheurs, ce sont des enfants qui ont perdu complètement cette estime de soi, cette confiance en eux, etc. Il y a cette histoire du sentiment d'appartenance. Alors, j'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est quelque chose en France où sentiment d'appartenance à un établissement, à une culture d'établissement, culture scolaire, on n'a pas trop ça, c'est pas très développé. Et ça peut valoir le coup de réfléchir à ça. Comment on développe ce sentiment d'appartenance? Parce que, alors, y a, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est le SNESCO là, qui a sorti un truc sur le décrochage scolaire assez récemment. Et dedans, il y avait ça. J'ai lu le rapport là pour comprendre un peu les choses et mettre en lien. Et il y avait que finalement, les décrocheurs, c'est souvent ceux qui ont peu de ce sentiment d'appartenance. Donc comment est-ce qu'on développe ce sentiment d'appartenance? Oui, même dans le groupe classe, oui. Et du coup, comment on peut agir à ce niveau-là? Enfin, il y a tout le côté un peu régulation émotionnelle, vous voyez, gestion des émotions, gestion du stress et tout ça, des élèves qui sont plutôt anxieux face aux résultats, enfin, des choses comme ça. Donc il y a tout ce niveau-là. Et puis la difficulté à faire face aux obstacles. Comment on surmonte les obstacles? Parce que on est un peu dans une société de l'immédiat où voilà, les choses, on envoie un SMS au je sais pas quoi, 44-25 et on gagne 5 000 €, c'est facile. Et ils sont un peu dans cette culture-là de ok, les choses, il faut que ça soit facile, il faut que ça aille vite. Et du coup, quand on est face aux obstacles, des fois, c'est pas si évident. Et est-ce qu'on leur apprend c'est quoi surmonter les obstacles? Je ne sais pas si vous connaissez l'expression, on parle les générations, là on les appelle la génération fraise. Ça vous dit quelque chose ou pas? Fraise. Fraise. Ça coûte cher à élever, à faire grandir, à cultiver, et ça s'abîme très vite. Ouais, ils sont fragiles. Peut-être plus qu'il y a quelques années, parce que bon, voilà, hein, l'évolution de la société est ce qu'elle est après. Mais en tout cas, c'est des élèves qu'on peut accompagner sur surmonter, faire face aux obstacles, faire face aux difficultés. C'est des compétences. Alors, du coup, j'ai mis en lien deux concepts de théorie, de champ de recherche de l'éducation positive, dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, qui peuvent agir. Alors là, ce concept des forces de caractère que je vais un peu plus développer, lui, va plus agir sur ces histoires d'estime de soi, confiance en soi, et aussi sur le sentiment d'appartenance, notamment au groupe classe. Et quand je vais développer un tout petit peu plus aussi sur la résilience, telle que j'entends de quoi je parle quand je parle de résilience, sur ce niveau-là. Et j'ai mis 3 petits points parce qu'évidemment, il y a plein d'autres facteurs et il y a plein d'autres choses qui peuvent être faites. Mais bon, il fallait que je fasse un choix, du coup, c'était mon choix d'aujourd'hui. Ça va? Okay. Alors, je ne sais pas si mon truc il va marcher là. En anglais, vous affolez pas, tout va bien. Il n'y a pas besoin. C'est, vous savez, Cluedo, hein, c'est un Cluedo. Je vous propose un Cluedo, voilà. Donc il y a eu un crime et il faut trouver le coupable. Donc ils vont dire des trucs, c'est en anglais. Ceux qui parlent pas anglais, vous inquiétez pas, c'est pas très très grave. C'est pas ça qui m'intéresse. Donc je vous laisse. J'espère que ça fonctionne. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. That's right, madam.
It's just a matter of observation. The real question is L'observation. how observant were you? C'est ça qui m'intéresse. Il y a eu 21 changements sur la scène. Action. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. Bon, normalement, c'est une pub pour les cyclistes, etc. Mais pourquoi je vous montre ça? Est-ce que vous aviez Est-ce que vous aviez remarqué merci, les changements? J'ai pas trop le temps. Vous l'aurez. Je vous mettrai le lien si vous voulez. Il y a plein de petites vidéos comme ça sur Internet. L'idée, c'est de vous montrer que quand on ne cherche pas quelque chose, on ne le trouve pas. C'est vrai, on est un peu passif dans nos... Donc si on ne cherche pas quelque chose, on ne le trouve pas. Notre regard est un peu biaisé quand même. Vous voyez. Et du coup, si on ne cherche pas les qualités, ou je ne sais pas, chez quelqu'un, je prends un exemple comme ça au hasard, on ne les trouve pas, on ne les verra pas. Tout ce qu'on verra, c'est le truc qui nous passe devant les yeux. Donc là, pourquoi je vous dis ça, c'est, ok, peut-être qu'il faut être un peu plus, avoir plus d'intention dans notre regard. Vous voyez ce que je veux dire? L'intention qu'on y met et qu'est-ce qu'on cherche. Et ça, voilà, je vous laisse avec ça. Je vous laisse avec ça, parce que je pense que c'est quelque chose d'assez important en tout cas. Deuxième chose, et ça je montre toujours ça dans mes conférences, dans mes formations et tout, parce que je veux vous rassurer quand même, parce qu'on se dit oh là là, c'est vrai, je suis un peu négatif, voilà, et un truc. Et on a ce qu'on appelle un biais de négativité. Est-ce qu'il y a des gens qui sont familiers avec ça, notre biais de négativité? Non? Alors c'est juste le fait que on est une espèce, l'espèce humaine est une espèce qui a évolué au cours des milliers d'années, et que on est une espèce nous avons survécu à beaucoup de choses, d'accord, beaucoup de dangers au cours des siècles, etc. Et notre cerveau, donc vous savez, bon, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire des 3 cerveaux, etc. Mais notre cerveau, on va dire reptilien, lui, il est resté au niveau reptilien justement, à faire attention à tous les dangers pour survivre. C'est normal. Donc finalement, notre cerveau est habitué à repérer tout ce qui va mal. C'est notre condition d'humain qui fait ça. On est là, on repère ce qui ne va pas. Parce que ça nous a aidé à survivre en tant qu'espèce. Sauf que maintenant, c'est peut-être un peu moins utile. Mais du coup, on fonctionne comme ça, c'est normal. Donc voilà, ne vous en voulez pas. Mais quand, par exemple, on a 3 nouvelles dans la journée, on rentre le soir, on va en parler à notre mari ou à notre femme, on va peut-être dire... avant, la première chose qu'on va lui dire, ça va être la mauvaise nouvelle, plutôt que la bonne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est des choses, c'est notre biais de négativité qui fait ça. C'est normal, on est humain. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, vous êtes français aussi. C'est vrai, c'est un peu culturel quand même. Bon, après c'est bien, l'esprit critique et tout ça, voilà. Mais quand même, on a un peu ce truc de le râler, critiquer, etc. Ça fait partie un peu de notre ADN. Mais du coup, on a une surcouche, j'ai envie de dire, de biais de négativité. Donc l'idée, c'est de réussir un petit peu à équilibrer, tout simplement, à équilibrer tout ça, en ayant une intention autre. Voilà pourquoi je vous ai mis la vidéo avant. Et alors, juste pour que vous en rappeliez, deux petites images. Ça, Rick Hanson, c'est un neuroscientifique qui travaille sur le cerveau et tout ça, et il dit que notre cerveau, il est comme du velcro pour les mauvaises choses, pour les choses négatives, et comme du téflon pour les choses positives. Ça glisse. On ne fait pas attention. Et toutes les recherches de Rebecca Shankland là, sur la gratitude et tout ça, c'est en rapport avec ça. C'est faire attention. Prêter attention. Et que ça ne glisse plus. Donc,
Le cœur, lui, il voit, hein, je ne sais pas si vous voyez, mais les good, 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 ce qui va bien. Et le cerveau, lui, il est concentré sur ce qui ne va pas. D'accord? Donc voilà, c'était juste, on a un biais de négativité, c'est normal, on est tous faits comme ça. Et si on ne fait pas attention et qu'on ne porte pas notre attention de manière intentionnelle, j'exagère un peu, mais sur les choses, d'autres choses, et sur, entre guillemets, ce qui va, le positif, les ressources que les gens ont, etc., ça ne va pas nous venir naturellement. C'est un travail qu'on doit faire. Alors, du coup, je vous parle des forces de caractère. Donc ça, c'est un des concepts clés de recherche en psychologie positive, c'est les forces de caractère. Alors, je vous passerai rapidement, mais c'est une recherche qui a été faite... le point de départ de cette recherche, c'est pendant 3 ans, 60 chercheurs sur plein de pays, etc., et qui ont essayé de chercher un petit peu les grandes valeurs universelles, on va dire, reconnues de manière positive dans le monde, etc. Bon, bref. Et ils ont sorti une classification de forces, ce qu'on appelle les forces de caractère. Et c'est, voilà les forces de caractère, 24 forces. Je suis en train de faire fuir tout le monde. Donc les 24 forces de caractère, elles sont là. Alors, pourquoi utiliser les forces de caractère? Pourquoi? Dont je vous parlais, ça nous sert à contrebalancer notre tendance à voir ce qui ne va pas. Ce que je vous ai dit. Et on devient des tuteurs de confiance en soi. On les voit de manière différente et eux se voient de manière différente. Est-ce que vous connaissez l'effet Pygmalion? Ça vous dit quelque chose? Oui. Ben voilà, on est là, on est sur l'effet Pygmalion, quoi. C'est comment tu me vois et du coup, ça impacte comment je me perçois aussi. C'est super important, ça. Et puis, voilà, faire évaluer son regard sur les autres en apprenant à les voir par le prisme de leurs forces. Ça change les conversations. Ça change les conversations entre prof-élèves, ça change les conversations entre élèves, ça change les conversations avec les parents. Quand on appelle, vous voyez, c'est pas ok, c'est quoi? Il y a quoi aussi comme ressources possibles? C'est des ressources qui sont là et qui sont existantes en chacun de nous, même dans nos élèves décrocheurs. Et allons les chercher, allons les trouver, allons les reconnaître et allons les activer, les développer. Parce qu'ils les ont aussi. Alors bon, je me suis un peu amusée avec ça, mais vous connaissez ça? La citation d'Einstein? Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. Et c'est un peu c'est une critique un peu de notre système éducatif. Hein. Pour une sélection équitable, on est vraiment dans l'équité en France. Hein. C'est universel, tout le monde pareil, etc. Chacun doit passer le même examen, monter à l'arbre. Voilà, donc c'est juste des questions de réflexion sur... là, je sais que j'y vais un peu fort sur la culture scolaire, etc. Mais c'est en tout cas des pistes, des choses sur lesquelles je pense à réfléchir si on veut travailler sur le décrochage. Et là, bon, c'est en anglais, mais c'est l'idée que si on se concentre sur les forces de chacun, on peut aider nos élèves à s'épanouir. Alors, ça, je passe rapidement parce qu'on n'est pas sur une formation sur les forces, mais c'est... Voilà. Quand les élèves, on apprend aux élèves à identifier leurs propres forces, ça impacte leur bien-être, donc ils se connaissent mieux, ils connaissent leurs ressources, ils savent sur quoi ils peuvent s'appuyer en cas de problème, et ils ont une meilleure estime d'eux-mêmes et une meilleure confiance en eux. Ça a un impact au niveau des résultats scolaires. Forcément, hein, ils vont surmonter leur stress, etc. en se disant « Attends, là, je ne sais pas, mais je peux m'appuyer sur mes ressources. » Vous voyez, c'est comme vraiment, c'est des ressources. Et du coup, quand ils les identifient, quand ils les connaissent, ils peuvent gérer, surmonter leur stress mieux. Ils sont plus engagés scolairement. Alors, dans la classe, et on parlait tout à l'heure de sentiment d'appartenance, climat scolaire, etc. Quand ça se fait dans une classe, on voit que les relations s'améliorent. On voit les autres à travers leur... C'est mon histoire de ce matin, là, du tout début. On voit les autres à travers le prisme de leurs forces, et pas uniquement pour ce qu'ils font mal. Et du coup, ça change un peu la donne quand même au niveau des élèves. Alors j'ai mené, c'est une petite parenthèse, mais j'ai mené un gros projet force. Alors c'était sur les plus jeunes, en CE1, donc vous voyez, c'est vraiment tout jeune. Et on a fait ça avec la maîtresse toute l'année. On
on a fait plein d'activités sur les forces, etc., etc. Et elle me disait, mais c'est incroyable, même à cet âge-là, parce qu'ils se sont vraiment bien approprié le sujet. Et elle a vu une vraie différence au niveau de la relation entre les élèves. Et du coup, voilà, alors, elle a vu plein d'autres effets, mais en tout cas, c'était un effet très intéressant. Et bah, pareil, donc ce que je vous disais hein, sur l'enseignant qui identifie les forces de ses élèves, etc. Et pour moi, c'est quelque chose de vraiment super important. Ok, alors on va revenir, je regarde l'heure juste. Oui. Alors, on finit à midi ou à 12h30 ? Midi, parce que moi sur mon programme c'était 12h30, mais c'est midi. Ok. Ok. Donc bon, alors du coup, je vais pas vraiment avoir le temps de vous faire. L'idée, c'était de vous faire vivre les choses hein, de manière, voilà. Ok. Bah, ceux qui veulent, si vous voulez, on fait un petit truc force après. Non, mais oui, il y a des sites. Alors, il y a déjà chez Scholavie, il y a des jeux de cartes qu'on peut utiliser concrètement avec les élèves. Et il y a un site qui s'appelle VIA Strength, VIA Strength comme force, ou VIA caractère, je ne sais plus. Bon bref, vous tapez force VIA, vous l'aurez. Et c'est un outil qui est en français. Donc au début, il faut s'inscrire, c'est en anglais. Mais après, vous choisissez votre langue. Et là, vous pouvez faire un questionnaire. Et après, à la fin, il vous sort vos forces personnelles. Et l'idée, c'est d'identifier ces forces dans un premier temps, mais ce n'est pas que de les identifier, parce que voilà, il ne faut pas s'arrêter là, c'est de les utiliser. Donc c'est vraiment d'aller utiliser, développer les forces qu'on a déjà. Ce n'est pas s'épuiser à essayer de combler ce qu'on n'a pas. Vous voyez, la recherche montre qu'en fait, on est toujours on connaît bien hein, ces défauts. Si je vous dis c'est quoi vos forces, je ne suis pas sûre que vous puissiez me répondre comme ça, bam, d'un coup. Si je vous dis c'est quoi vos défauts, vous allez pouvoir me répondre. Biais de négativité. Et du coup, mais d'essayer de combler nos lacunes, nos défauts, etc., ça nous prend beaucoup d'énergie, on se sent moins compétent, etc., et ça fonctionne, c'est pas très efficace. Alors que quand on s'appuie sur nos forces, ce qu'on a déjà en nous, et qu'on les développe, ben là, ça nous donne de l'énergie, parce que on est énergisé par l'utilisation de nos forces. Ça nous rend plus compétents, ça élève notre niveau de bien-être, et voilà, c'est quelque chose de vraiment puissant. Et croyez-moi, pour l'avoir mis en place dans des classes, enfin voilà, à travers plein de contextes différents, c'est quelque chose de vraiment un outil intéressant. Donc là, je discutais avec des collègues qui ont suivi la formation. Il y a des choses qui sont faites, tu disais, Soazic, au niveau de l'orientation avec les terminales. Dans le cadre de Parcoursup avec les terminales pour essayer d'étayer les projets motivés. C'est un outil qui marche bien. Ou un peu en amont aussi avec les élèves EIP en seconde et en première, où cette problématique de l'estime de soi et de la confiance en soi est souvent très fragilisée. C'est un lieu où ils trouvent à la fois les images et les mots pour avoir accès à tout ce qui bouillonne en eux. Et le fait de le partager avec eux les rapproche à ce que nous, on a à leur dire dans nos contenus, dans nos enseignements. Ouais, et l'idée, c'est finalement, c'est rien d'autre que d'avoir un support pour avoir un vocabulaire commun. Et le fait de partager ce vocabulaire, ce lexique, hein, parce que voilà, c'est une classification, mais ça pourrait être autre chose. Hein, mais le fait d'avoir ce vocabulaire commun, on parle tous la même langue. Et on parle aussi la même langue avec les parents. Je ne sais pas si j'ai dans les slides, mais dans le projet qu'on a fait avec les CE1, là, on avait demandé aux parents de trouver les forces de leurs enfants, donc, pendant les vacances, là. Donc c'était papa, maman, et puis on a demandé que 5 personnes de l'entourage de l'enfant. Et on a eu des trucs, donc il y avait les parents, et les grands-parents, il y avait la prof de danse, le coach de foot, l'orthophoniste, je sais moi, il y a plein de gens qui ont participé. Et on a eu, et après les retours des parents, c'était « Waouh, mais on n'a jamais eu ce genre de discussion à la maison ». Et on ne savait pas que la prof de danse, elle pensait que nanani. Et du coup, vous voyez, ça enclenche un autre type de discussion que ce qu'on a d'habitude. Et juste pour ça, je trouve que c'est un bel outil. C'est vraiment un bel outil. Donc, bon, bah, du coup, je vous fais pas vivre l'histoire des forces, mais... Oh si, quand même. Juste une minute. Juste une minute. Choisissez une force que vous pensez que vous avez dans la liste. Une force. On va faire rapide.
Et avec votre voisin ou en petit groupe, vous dites, alors c'est important, vous dites pourquoi vous pensez que vous avez cette force. Donc j'ai la force, je sais pas moi, j'ai la force de la créativité parce que j'aime penser out of the box, j'aime penser différemment, j'ai l'habitude de penser différemment, d'avoir des idées nouvelles. Je raconte n'importe quoi, vous voyez. Et du coup, juste là, avec vos voisins, pendant, voilà, je vous laisse 3 minutes, hein, on va faire ça rapidement. Normalement, c'est des choses que je fais sur une journée, hein, donc voilà. Mais histoire de quand même ressentir un petit peu les choses, choisissez une force et dites à votre voisin, à vos voisins, pourquoi vous avez choisi cette force pour vous-même. 3 minutes. C'est bon, tout le monde a eu l'occasion de... Je ne vais pas faire de frustration de force. Est-ce que vous voyez un peu le... Qu'est-ce que vous ressentez? Alors une gêne, alors ça, il y a une histoire un peu culturelle aussi, hein, ça se fait pas de parler des choses positives qu'on a en nous. C'est... Ouais. Ouais. Il n'y en a que 24. Hein. Alors, dans certaines classifications, des fois, ça monte jusqu'à 50. Donc, voilà. Avec les cartes, je crois qu'il y en a 50 cartes. Donc, voilà. Mais, voilà. Donc, la gêne, etc. Est-ce que d'autres personnes ont ressenti d'autres choses? Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que je suis partie de la facilité au départ, parce que déjà, c'était rapide, donc je ne me suis pas pris la tête. Donc, je suis partie de la créativité, parce que je fais du piano, etc. Et à partir de la discussion et en discutant, on s'aperçoit qu'en fait, on trouve plein d'autres icônes et qui vont en fin de compte révéler l'ensemble de nos valeurs. Ouais. Et qui retombent, par exemple, sur mon métier, en fait. D'accord, ouais. Ouais. Mais comme quoi, c'est vraiment lié aussi aux valeurs, tout ça. La recherche initiale, c'était ça, hein, c'était les valeurs. Et du coup, oui, c'est intéressant pour ça. Alors, il y en a, j'ai entendu par là, ouais, du plaisir, du soulagement, ouais, du plaisir. Oui, parce que finalement, ça apporte des émotions positives, ça nous donne de l'énergie. Et quand vous voyez dans une salle, quand vous commencez, bon là, on l'a fait un peu à la va-vite, mais quand vous commencez, souvent je fais ça, je demande aux gens de parler de quelque chose qu'ils n'aiment pas faire ou qu'ils pensent où ils sont pas très forts à faire ça. Et donc on entend les gens parler. Voilà. Et après, je leur demande de faire ça, je leur demande de parler d'une de leurs forces. Et là, on voit le niveau sonore qui augmente, les gens qui sont pleins d'énergie et tout. Parce que ça donne de l'énergie de parler de soi de manière positive et de dire ce qu'on sait faire, etc. Ça nous donne de l'énergie. Donc voilà, c'était juste... Bon là, c'était un peu biaisé, mais c'était histoire de vous faire vivre un peu le truc parce que c'est ce qui se passe avec nos élèves. Et j'ai des collègues qui font ça, par exemple, en vie de classe, au début de l'année, les élèves utilisent les cartes pour se présenter. Et donc... Tout de suite, le groupe classe, tiens, c'est marrant, lui, il donne ça comme force, je ne voyais pas comme ça. Vous voyez, ça ouvre tout un autre type de discussion. Donc voilà pour les forces. Bon, je ne vais pas avoir le temps de ça. Ça dure 2 minutes, 30 secondes. On va voir si vous êtes des bons détectives des forces. Maintenant que vous les avez bien lus, alors ça, je l'ai fait avec les CE1, on va voir si vous êtes aussi forts que les CE1. Et eux, alors là... Bon bref, donc il y a une toute petite vidéo et vous allez me dire quelle force vous voyez. C'est très simple, donc vous êtes des détectives des forces. Voilà. Alors, esprit d'équipe, organisation, leadership. Alors au début, les CE1 n'avaient pas compris la notion de leadership et j'avais cherché
une vidéo sur le leadership pour leur montrer. Et donc moi j'étais restée sur mon leadership et eux ils m'ont trouvé genre 10 forces différentes. C'était quand même extraordinaire. Oui, l'esprit d'équipe, quoi d'autre? Solidarité. Créativité, parce qu'il faut être sacrément créatif pour imaginer un plan comme ça. La persévérance, parce que voilà, on lâche pas. Ouais. La rapidité aussi. Ouais, c'est ça. Le courage, il faut être courageux pour affronter un tel animal. Oui. Donc il y a plein de choses. Et voilà, à partir d'une vidéo de 10 secondes, vous arrivez à développer tout un truc et toute une discussion avec des élèves sur plein de choses. Et c'est très très riche. C'est ça que je veux vous dire. C'est vraiment très très riche. Et bah, ça se fait à tous les niveaux. Voilà. Là, donc voilà. Pour les forces, donc bon, c'est ce que je vous disais, c'était un exemple là, de ce que je vous disais, les parents et tout ça qui parlaient des forces de leurs enfants. Et juste parce que ça, dans le cadre du décrochage scolaire et tout ça, ça me paraissait intéressant, on avait fait tout un travail sur la résolution de problèmes avec les forces. Donc on leur a dit, c'est quoi, alors c'était des CE1, mais c'est quoi les problèmes que vous rencontrez à l'école et tout ça. Donc dans la cour, personne ne veut jouer avec moi. Et comment, alors, sur quelle force tu peux t'appuyer? Et du coup, mais j'ai la force de ci, j'ai la force de ça, et du coup, et voilà. Et donc, on les faisait réfléchir à résoudre leurs problèmes avec les forces. Donc voilà, c'est transposable évidemment à tous les niveaux. Et dans une discussion, j'imagine un CPE seul à seul avec un élève, quand les forces sont identifiées, ça peut très bien être utilisé aussi de cette manière-là sur les problèmes. Juste pour parler rapidement, ça c'est un autre projet, je ne sais pas si vous connaissez le CRIPS. Donc c'est une association qui est sur la prévention de la santé, etc. Et donc il y a un gros projet qui s'appelle À nous les forces. Donc ça c'est à Saint-Denis, il y a plusieurs lycées qui vont mettre en place des projets forces. Donc pour vous montrer un petit peu, l'idée c'était de vous montrer un peu ce qui se fait. Et là on forme les profs et eux ils font leurs interventions. Donc c'est 5, je crois que c'est 5. Il y a juste 5 séances, c'est pas un truc énorme, mais voilà, former les lycéens à leur force, etc., dans un contexte aussi d'orientation et tout ça. Voilà pour les forces. Ça va, j'ai fait les forces en mode express, mais bon, il nous reste pas beaucoup. Je veux juste vous parler rapidement de quoi je parle quand je parle de la résilience, parce que voilà, la résilience en France, souvent on parle quand on dit le mot résilience, je pense que si je vous ai dit c'est quoi la résilience, enfin, c'est quoi la résilience, vous m'auriez dit Cyrulnik, merci. Donc effectivement, ça fait partie et c'est lui qui a on va dire, je ne sais pas vulgariser, j'aime pas le terme, mais fait connaître en tout cas la résilience en France. Mais là, on est sur la résilience traumatique, c'est-à-dire face à un traumatisme et comment après on arrive à vivre suite à un traumatisme. Moi, la résilience dont je parle, et qui est la résilience telle qu'utilisée dans la recherche, il y a énormément de recherches sur la résilience, c'est ce qu'on pourrait appeler la résilience ordinaire. Donc effectivement, la résilience, moi j'appelle ça la résilience post-traumatique, ça en fait partie, c'est comment on rebondit suite à un trauma, mais il y a toute cette petite résilience, on va dire, avec un petit R, résilience ordinaire, c'est comment on fait face aux difficultés, comment on rebondit face aux obstacles, etc. Et ça, ce sont des compétences qui peuvent s'acquérir. Pourquoi ? Parce qu'on a souvent l'idée dans la vie que notre plan, c'est ça, c'est-à-dire qu'on a un plan tout tracé, et nos élèves ont un peu cette idée dans la tête, quand même, je vais aller là, je vais faire ça, bam, j'y vais, quoi. Sauf que la vie, c'est plutôt ça. Et donc, il y a des creux, il y a des bosses, il y a des obstacles, et l'idée, c'est de d'une part, leur faire prendre conscience de ça, parce que c'est déjà, quand on en a conscience, c'est déjà une première étape, et d'autre part, de leur montrer qu'il y a des possibilités de surmonter ces obstacles et de continuer sa route quand même. Donc voilà de quoi je parle, moi, quand je parle de résilience. Donc je ne vais pas approfondir là-dessus, mais je voulais montrer ça. La résilience, c'est un peu comme imaginez un grand réservoir, un peu comme les forces, vous voyez, c'est des ressources, c'est nos ressources psychologiques. Mais ça se vide, parce qu'on est vidé par certains... Et c'est la vie, c'est normal. Les embouteillages, plus d'essence, je ne sais pas. Enfin voilà, il y a plein d'événements dans nos vies, plus ou moins graves, on va dire, qui sont des facteurs qui vident notre réservoir. Et l'idée, c'est d'enseigner à nos élèves à remplir son réservoir. Comment est-ce qu'on remplit son réservoir pour pouvoir
avoir toujours ces réserves-là de résilience. Donc, le programme Spark, donc là, c'est vraiment un programme développé par Scholavy, alors développé par Ilona Boniwell aux États-Unis, en Angleterre au départ, et vraiment adapté à la spécificité française, etc. Travaillé au niveau beaucoup plus développé, on va dire, en France. Et c'est un programme qui a été sélectionné au prix de l'innovation de l'éducation nationale. Donc, c'est un programme qui est utilisé notamment beaucoup à La Réunion. Voilà, c'est déjà des programmes qui sont utilisés en France. Par exemple, à Toulouse, ça va être aussi une partie de ce que je vais former les profs là-dessus. Et dans le PAF, il y a aussi 2 jours sur Spark, où là, vraiment, je développe un peu plus longuement sur le programme. Alors, Spark, c'est un acronyme. S-P-A-R-C. Alors, sauf ceux qui m'ont déjà entendu, qui ne trichent pas. Est-ce que c'est un process, en fait? Donc, ça commence avec le S. Le S, ça pourrait être le S de quoi? Souffrance. D'autres idées? Santé, savoir, stress, science, sentir. C'est situation. On part d'une situation. En général, si on travaille avec les élèves sur une situation, la situation, elle est plutôt négative. Bien que dans le programme, finalement, il y a plusieurs cycles et à la fin, on arrive à transformer ça en quelque chose de plus positif. D'accord ? Donc, situation de stress, on va dire. Le P, alors souvent, on passe du S au R. Il y a une situation, il y a un truc qui se passe, et on passe au R. C'est quoi le R, à votre avis ? Résolution. Alors, rebondir, on n'est pas encore dans la résilience. Réaction. On a un truc qui se passe, bam, on réagit. C'est souvent ça, et nos élèves, c'est souvent ça. On est dans la réactivité, on va dire. Hein. Et en fait, on oublie que finalement, notre réaction est due à 2 autres facteurs qui viennent avant, le P et le A. Le P, particulière, peur, perception. Le P de la perception. On a des filtres. On a des choses automatiques, des idées automatiques qui nous viennent. Et on ne les voit pas, parce qu'on est tellement dedans, puis c'est tellement rapide qu'on ne le voit pas, ça. Donc on a des filtres, donc c'est le P de la perception. Donc notre perception, en situation de stress, est souvent négative. Et l'idée, c'est de montrer aux élèves qu'il y a d'autres solutions, et qu'on peut aussi choisir déjà d'identifier ces perceptions automatiques, et puis après d'essayer d'évoluer et choisir d'autres façons de percevoir les choses. Le A. Analyse, non. Action, non. Non. Perception. Apprentissage, accepter. C'est l'affect. Je ressens des trucs. C'est-à-dire que, ok, il se passe un truc, je pense quelque chose, ça me fait ressentir quelque chose, ça me met dans un état émotionnel. Vous voyez ? Et du coup, j'ai une réaction. Et du coup, le C, c'est les conséquences. Donc vraiment, on travaille avec les élèves sur ce cycle-là. Situation, quels sont les faits ? Je suis convoquée à 8h à un séminaire sur le décrochage scolaire, mais ça commence qu'à 9h15. Situation de stress. Perception. C'est quoi ? Je me dis quoi dans ma tête ? Et là, c'est intéressant parce qu'on pourrait faire le tour de chacun d'entre vous. Je vous donne une phrase qui vous est passée par la tête. Il y aura autant de perceptions que de personnes dans cette salle, probablement. Vous voyez ? Affect, qu'est-ce que je ressens ? Et du coup, selon ma perception, j'aurai un affect différent. Alors, dans le programme, on travaille avec des petits perroquets de la perception. Je vous les mets parce que c'est un peu intéressant. Accusateur, moralisateur, inquiet, défaitiste, je m'en foutiste. Donc accusateur, c'est pas possible cette organisation. L'affect, donc je suis en colère, ça me met en colère forcément. Si je suis inquiet, c'est oh là là. Je suis venue là, mais je ne sais pas si je vais pouvoir rentrer parce qu'il pleut, j'ai plus d'essence. Donc, vous voyez, qu'est-ce que je ressens ? Ce ne sera pas du tout la même chose que celui qui a focalisé avec le perroquet accusateur.
Ou le défaitisme, de toute façon, c'est toujours la même chose. Voilà, ça se passe toujours comme ça, les formations, les séminaires, on arrive, ça sert à rien. Et voilà. Et du coup, toutes ces perceptions qu'on a un peu en mode automatique créent chez nous des émotions qui sont tout un panel d'émotions très différentes, des réactions très différentes et avec des conséquences, etc. Donc l'idée avec les élèves, c'est de leur apprendre ça, leur montrer qu'on peut déconstruire les choses. Donc on les fait travailler sur des situations fictives, etc. Voilà. Mais du coup, ils prennent conscience que, ah tiens, oula, c'est peut-être mon petit perroquet là qui prend la main sur les choses et peut-être que je peux faire pause et peut-être que je peux essayer de voir, d'avoir une autre perception. Ou alors, si on peut jouer aussi au niveau de l'affect, c'est-à-dire que, ok, stress, boum, qu'est-ce que je peux faire pour réguler mon émotion là? C'est quoi? Donc on leur apprend à avoir des stratégies de gestion du stress, etc. Ou les réactions. Est-ce que ma réaction est responsable? Est-ce que ma réaction est respectueuse, etc. Donc on les fait travailler sur les réactions. Vous voyez, donc c'est tout plein d'étapes différentes, mais ça a l'avantage, je trouve, d'être très concret avec les élèves, et du coup ça leur parle bien. Et voilà, ils peuvent après, du coup, eux, ils s'en servent aussi dans leur... Et puis nous, les adultes, on s'en sert dans notre quotidien. Donc voilà pour le Spark. Alors j'ai cherché... Alors c'était marrant. J'ai cherché des citations pour... et ça va être mon dernier point, je finis là-dessus. Citation, j'ai mis teacher quote en anglais. Et je suis tombée sur ça. Alors, un prof affecte l'éternité, on ne peut pas dire là où son influence s'arrête, un truc comme ça. Et j'ai tapé, et c'est vrai, on ne sait pas où notre influence s'arrête. Et j'ai tapé citation prof en français. Et là, je suis tombée sur pas ça. Je suis tombée sur toutes sortes de choses. Faites-le, c'est intéressant. Sur la vision quand on met citation et prof, les choses qui sortent, c'est pas du tout cette notion de on a un rôle qui peut affecter nos élèves pour l'éternité. Et je voulais finir là-dessus, et du coup j'ai cherché sur Google là, les profs qui m'ont marqué, et on a tous des profs qui nous ont marqués, et je finirai là-dessus. On a tous des profs qui nous ont marqués en positif ou en négatif, et ce que je voulais vraiment insister là-dessus sur notre rôle à nous, l'importance de notre rôle. C'est pas anodin, on n'est pas juste un tout petit. On peut avoir un vrai impact. Et il est vraiment temps qu'on en prenne conscience et que voilà, qu'on fasse des choses. Voilà, on essaye d'avoir un impact positif, quoi. Et évidemment, on peut pas changer le monde, on peut pas tout faire. Enfin, c'est systémique, hein, mais on peut faire des choses à notre niveau qui auront quand même un impact, et mettre en place des choses, etc., avoir une posture différente. Et voilà. Donc mon message, c'était vraiment ça, c'était de réfléchir à quel genre de prof j'ai envie d'être et quel genre d'impact finalement j'ai envie de... Même si ça se voit pas, hein, c'est un grain un peu, parce que les résultats, on les voit pas forcément sur nos élèves tout de suite, mais ils sont là quand même. Donc voilà, je voulais finir juste là-dessus, sur ça, quel genre de prof vous avez envie d'être et quelle trace vous avez envie de laisser. Et je finis en général souvent avec ça, cette citation là: l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Et aujourd'hui, j'ai eu envie d'en rajouter une, parce que c'est la thématique. Donc ne me jugez pas sur mes succès, jugez-moi sur le nombre de fois où je suis tombée et je me suis relevée à nouveau. Donc je souhaite à tous nos élèves décrocheurs de se relever à nouveau, et à nous d'être des tuteurs pour qu'ils se relèvent à nouveau.